4 juin 1989. Après avoir occupé plus d'un mois la place Tiananmen, et aussi pour la première fois depuis 1949, fait vaciller sur ses bases le régime communiste, les étudiants démocrates chinois sont enfin brutalement expulsés par la 40e armée, la garnison de la ville de Pékin. Le pouvoir reste bien, comme le voulait Mao, au bout du fusil, ou plutôt du canon et du char, puisque c'est à l'arme lourde et au prix de 300 morts environ que le régime de Deng Xiaoping rétablit son ordre et réussit à tourner la page de la contestation. Même avec le recul de plusieurs années, l'événement conserve tout son mystère et toute sa fascination. Comment un régime tout à la fois autoritaire et en plein essor économique, à la différence de celui de l'Union soviétique, a-t-il pu se trouver confronté à une crise si grave et paralysé à un tel degré? Il est nécessaire tout d'abord, pour répondre à ces questions, de se replonger dans la Chine de la fin des années 80 et de se demander qui dirige le pays à cette époque. Depuis la mort de Mao, 1976, la Chine tourne le dos aux recettes égalitaristes et terroristes de son père fondateur. Depuis 1978, Deng Xiaoping, le petit timonier, a pris effectivement le commandement du vaisseau chinois et l'a emmené, pour sa plus grande prospérité, vers des horizons de plus en plus larges. Décollectivisation de l'agriculture, autorisation de l'entreprise privée, ouverture aux capitaux étrangers, notamment de la diaspora chinoise, priorité à l'exportation pour le marché mondial et alliance tacite avec l'Occident contre l'Union soviétique brejnevienne. Une telle médecine bouleverse bientôt le visage encore impérial de la Chine. En quelques années, le pays change de siècle et tourne la page de ses guerres civiles. Les 4 grandes modernisations recherchées par Deng, agriculture, industrie, culture et défense, sont l'un des plus grands succès du XXe siècle. Derrière se profile la possibilité d'une 5e modernisation, la démocratisation du régime, que souhaite de plus en plus explicitement la nouvelle génération de cadres sur lesquels Deng Xiaoping a appuyé l'essentiel de sa politique réformatrice. Mais en Chine, rien n'est jamais aussi simple. Si Deng a reçu les pleins pouvoirs en 1978, c'est en échange d'un compromis politique tout à fait explicite. Derrière le parti unique qui gouverne, c'est en effet une coalition de 2 forces distinctes qui assument la direction du pays. Les libéraux réformateurs, qui ont comme chef de file le nouveau secrétaire général du parti, Hu Yaobang, et le Premier ministre, Shao Ziyang, sont les partisans avérés de Deng. Mais le retour de Deng a également été suscité par un mouvement d'adhésion des vieux cadres conservateurs, souvent admirateurs discrets de l'Union soviétique de Staline, qui, par peur d'un retour de la voyoucratie maoïste, ont accepté, en renâclant, l'alliance avec les libéraux. Le chef de file de ces planificateurs traditionnels, très méfiant envers tout abandon du rôle ou de la propriété de l'État, c'est l'ancien tsar de l'industrie chinoise, Chen Yun, dont le dauphin désigné est l'ingénieur électricien Li Peng, fils orphelin d'un martyr de la Révolution, adopté dans la famille de Chou Enlai. Peut-être Deng eût-il pu balayer ses oppositions à temps lorsque sa popularité était à son apogée entre 1983 et 1985 environ. Mais Deng lui-même, qui méprise cordialement l'analphabétisme économique de ses contradicteurs, ne veut pourtant pas se débarrasser de ses opposants. Il a en effet besoin d'eux pour soutenir l'ordre dans une société en plein bouleversement. Et cet ordre repose sur l'unité du parti, pas sur sa division. Résumons-nous. Deng ne peut pas tout faire, Deng ne veut pas tout faire. Mais dès lors, cette diarchie instable l'expose avec les premières difficultés à une contre-offensive sérieuse des forces conservatrices. Ce fragile équilibre du pouvoir se rompt en effet courant 1985. Hu Yaobang, le bouillant, sympathique et tonitruant secrétaire général, se lance alors dans une grande offensive en faveur de la démocratisation des institutions et surtout d'un rapprochement avec le Japon, dont il veut faire le grand partenaire de la modernisation chinoise. Visionnaire, Hu est allé trop loin, et Chen Yun va utiliser la peur du Japon des vieilles générations pour instruire son procès. Deng se voit contraint de le sacrifier. Le 16 janvier 1987, Hu est mis à la retraite. Compromis très instable. Il est remplacé à la tête du secrétariat du parti, le numéro 2 effectif du régime après Deng, par le Premier ministre,
Chao Tse-yang, qui n'est pas moins libéral que lui. Mais Chao lui-même doit être remplacé à la tête du gouvernement, troisième poste du régime, par l'enfant chéri des conservateurs, Li Peng, qui d'emblée affiche son souhait de relancer la planification et de rechercher l'alliance soviétique. Capable, bourreau de travail, aussi conformiste que résolu, Li Peng avance comme un bulldozer sur la voie de l'arrêt des réformes, avec l'assentiment d'une partie des cadres inquiets, mais aussi avec l'irritation croissante d'une catégorie toute nouvelle et décisive, les étudiants. Fin 1988, Li Peng a effectivement obtenu l'arrêt des réformes et conclut par ailleurs un accord frontalier avec Moscou qui scelle la réconciliation des deux puissances communistes. À la veille de Tiananmen, les forces conservatrices ont en réalité fomenté un quasi-coup d'État contre Deng Xiaoping. Il s'agit de l'embaumer sous les honneurs, mais en le laissant sans pouvoir réel et faisant tomber le secrétaire général du parti, le libéral Chao Tse-yang, de contrôler ainsi tous les centres du pouvoir. Paradoxalement, c'est la crise de Tiananmen qui empêchera la pleine réalisation de ce plan. Quel événement déclenche cette crise? Une étincelle, avait écrit Mao, peut mettre le feu à toute la plaine. C'est bien ce qui se produit avec la mort imprévue de Hu Yaobang, une crise cardiaque, le 15 avril 1989. Diminué par sa mise à la retraite, Hu faisait figure aux yeux des étudiants de patriarche de la démocratie, une sorte de Dubček chinois. Imitant les partisans de Teng qui firent des obsèques de Chou Enlai en 1976 un jour de réprobation du maoïsme, la jeunesse de Pékin organise un rassemblement grandiose de 200 000 personnes sur la place Tiananmen en l'honneur du défunt. Après les 3 jours traditionnels de deuil, l'occupation se poursuit à l'université et à partir du 13 mai, face à une direction impuissante, c'est l'installation de plusieurs centaines de grévistes de la faim plutôt bien nourris sur la place Tiananmen. À présent, le grand plan de rapprochement diplomatique avec l'Union soviétique joue à l'opposé de ce qu'espéraient les conservateurs qui avaient invité Gorbatchev à se rendre à Pékin pour consacrer cette nouvelle alliance entre les deux géants communistes en difficulté. Mais pour la jeunesse de Pékin, Gorbatchev est avant tout l'homme de la perestroïka et des premières et dernières élections libres de l'histoire soviétique de mars 1989. Sa venue enthousiasme donc les jeunes. Avec sa démagogie et son instinct libéral toujours aussi sûr, Gorbatchev aura quelques mots en leur faveur qui finiront de lui assurer la haine définitive des staliniens chinois. La visite de Gorbatchev coïncidera ainsi avec l'intensification du mouvement entre le 15 et le 18 mai et provoquera l'humiliation totale de Li Peng et des siens. Plus de grande alliance sino-soviétique. Le 17 mai, une manifestation de soutien aux étudiants rassemble plus d'1 million de personnes dans les rues de Pékin. On est ainsi passé insensiblement d'un complot politique démocratique visant à soutenir le secrétaire général du parti, Chao Tse-yang, en voie de destitution, à un phénomène de société bien plus vaste, symbolisé par l'érection d'une statue à la gloire de la démocratie sur la place Tiananmen, dans l'alignement direct de la nouvelle cité interdite, Zhongnanhai. La question qui se pose est donc très simple. Comment un tel mouvement, qui défie toutes les normes admises, peut-il se dérouler au cœur du pouvoir dans une dictature qui se glorifie encore de ses hauts faits violents? Pourquoi le mouvement dure-t-il si longtemps? Les dirigeants chinois ont en effet longtemps hésité avant de sévir pour plusieurs raisons. D'abord peut-être avant tout parce qu'il s'agit d'un phénomène de société. Ces contestataires sont souvent les enfants chéris du régime, l'un d'entre eux, Wang Hongnan, qui dirige une société privée d'informatique, et même le gendre d'un membre du bureau politique. L'élite chinoise répugne, après tant de sang versé, à fusiller ses propres enfants, comme le montrent les larmes d'un autre membre du bureau politique, Yan Minfu, face aux étudiants. Mais bien au-delà, la lutte s'est intensifiée considérablement au sein du pouvoir, entre conservateurs et réformateurs. Chao Tse-yang joue désormais son va-tout et prend la défense des étudiants. Li Peng martèle sa résolution de dégager la place, coûte que coûte, mais il est seul au départ. Teng s'inquiète, mais prend plaisir aussi à la déconfiture de Chen Yun et des conservateurs qui ont peur maintenant de se voir attribuer la responsabilité du bain de sang. Quand la coupe est pleine et que l'opinion nationale, surtout en province, a donné le sentiment qu'elle en avait assez des troubles de la capitale,
Teng agira avec brutalité et détermination, fort du loyalisme de l'armée qui le révère encore. Tragédie sanglante. Ce retour à l'ordre en 2 jours, après 1 mois et demi de grève insurrectionnelle, n'est pourtant pas le retour au conservatisme. Certes, Teng et les libéraux perdent effectivement les commandes. Chao Tse-yang est destitué, son secrétaire Pao Tong, qui tenait le contact avec les leaders étudiants, lourdement condamné, mais Li Peng n'a pas réussi pour autant à devenir secrétaire général du parti, ce qui était son objectif initial. Derrière la violence de la répression se profile donc le match nul. Les 2 courants principaux du communisme chinois d'après Mao continuent à se faire face. Les grandes réformes et la croissance économique vont bientôt reprendre, de sorte que le courant réformateur du Parti communiste n'est pas absent du pouvoir dans la décennie qui suit, même s'il est moins représenté dans l'appareil. Et la génération de Tiananmen, qui arrive à la maturité aujourd'hui, a dit clairement ce qu'elle pensait de la dictature. Le mouvement démocratique chinois est loin d'être vaincu.